Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Mais la question est toute faite. Comment, à ton retour, ça s'est passé pour que tu puisses vraiment créer ce métissage là, entre cette langue étrangère et la langue locale? C'est le projet d'une vie, ma chère. C'est toujours en cours. On n'a pas la solution. Quand on organise une exposition, c'est compliqué. Déjà une exposition personnelle ou alors une exposition consacrée aux autres. C'est compliqué de mettre en place une communication adaptée qui puisse faire venir les gens. Il m'arrive des fois d'aller, souvent même à chaque exposition, d'aller appeler le vulcanisateur qui est là pour venir voir. Et ses clients, taxi-moto, pour venir voir. Il m'arrive en ouvrant la porte de tomber sur des enfants ou des gens qui passent, je dis venez voir. Parce que c'est le plus important. C'est vrai, c'est bien de vendre une œuvre ou deux pour les tenir les charges parce qu'on doit vivre. Mais au-delà de cela, pour mieux vendre demain, il faut intéresser l'environnement, ceux qui sont là, créer une population sensible à l'art. Et ça, ce n'est pas à l'échelle d'un artiste. Tous les artistes essayent de faire ça. Ce dont on a besoin, c'est de soutien. D'abord, de soutien de politique, qu'on sent qu'on est soutenu, qu'on sente qu'on est porté. Et ce soutien-là, on l'a quelquefois, mais un peu trop timidement. Il faut que mais ça soit un engagement. Quand tu parles de soutien, est-ce un soutien financier ou structurel, ou je sais pas, des infrastructures dédiées à l'art? C'est une question importante, Yvon. Ouais. Le soutien financier, c'est une question centrale. Ici au Togo, on a ce qu'on appelle le Fonds d'aide à la culture, qui est devenu le Fonds national de promotion culturelle. Le Fonds d'aide était doté de 300 millions, qui est très faible, par an. Qui est très faible. Donc, j'avais demandé les 2 premières éditions pour ouvrir une galerie. La dotation qui m'était accordée était tellement faible que ce n'était pas viable. Donc, j'ai fait des expositions avec et édité des catalogues et sites internet avec pour consacrer aux autres. Je n'étais même pas en tant qu'artiste sur le site, consacré aux autres. Donc, tout ça a fait que je me suis dit comment faire pour être efficace, déjà pour moi en tant qu'artiste. Et du coup, j'ai investi tous mes revenus personnels dans mon atelier. Je cherchais un atelier petit, modeste, à l'échelle d'un artiste qui essaye de disposer d'un espace pour travailler. Et puis, tout ce qu'on me montrait était compliqué, pas assez spacieux, pas assez trop petit. Je cherchais un endroit pour travailler. De l'espace extérieur pour les vernissages et un endroit pour montrer le travail. Donc, et finalement, on m'a dirigé vers là où je suis aujourd'hui, qui était trop grand pour ce que je voulais, mais qui était c'était un endroit fait pour l'art. Et tellement bien positionné, je suis rentré à la maison en me disant, comment tu fais? Et finalement, je dis, allons-y. Et donc, allons-y, ça veut dire que je mets tous mes moyens dedans. Tous mes moyens dedans. C'est des charges, c'est une exposition, ça coûte de l'argent. Les loyers, l'électricité, tout cela, je mets tout dedans. Où est-ce que je trouve ça? Dans mes ventes. Dans les ventes. Parce que gérer une carrière artistique, c'est aussi, surtout dans nos contextes culturels où on n'a pas spécialement de place, c'est de se montrer inventif. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est encore grâce aux réseaux sociaux et tout ça, Instagram et tout ça, ça permet de temps en temps de caser une expo. Et puis de me dire que il faut absolument que je puisse, à mon échelle personnelle, changer l'environnement qui vient voir mon travail. Et la première priorité pour moi, c'est que ce soit des Togolais, parce que je vis au Togo. Et ensuite des Africains, puisque c'est le public cible. Et maintenant, l'ouverture au monde est naturelle. Tous ceux qui veulent venir à l'atelier, c'est ouvert. Voilà. Mais que ce soit l'inverse, c'est-à-dire le monde, sauf les Togolais et les Africains, pour moi, c'est un échec frontal. C'est une négation totale de tout ce que je suis. Que les miens ne soient pas intéressés, outre mesure, par ce que je fais. Donc, il a fallu de l'ingéniosité, de la patience, de l'insistance, la persistance, pour que de plus en plus ce public-là commence à répondre. Pas de manière optimale,
Mais il faut continuer pour que ce public-là commence à répondre, non seulement à mes invitations, mais aussi vers les autres artistes ici. Donc, c'est le vernaculaire dont je parle. L'artiste est libre de créer dans la langue qu'il souhaite. Notre seul territoire est l'art. Le territoire, j'ai l'habitude de dire, de l'artiste est la liberté. Donc, à partir de là, il est possible que ce que nous disons ou ce que nous créons puisse obtenir l'adhésion que nous souhaitons, puisque quand on veut parler, on veut qu'il y ait un auditoire pour nous écouter. Mais que ce que nous disions aussi puisse heurter ce que nous appelons. Ça aussi, c'est normal, parce que des fois, c'est des choses dures que nous avons besoin de dire. À partir de cet instant, mon souhait profond, et c'est dans ce sens-là que je m'engage en tant qu'individu, en tant que citoyen togolais, c'est de faire en sorte que nous puissions, nous artistes, multiplier les activités. J'ai reçu un jeune artiste ici, il me dit, il veut une galerie. Je dis, pourquoi tu veux une galerie? Il n'y en a pas. La clôture extérieure de ta maison, c'est une galerie. Tu as des œuvres? Il dit oui. Mais ne serait-ce qu'un matin, de 7 h du matin avant que le soleil ne se lève, ou à 6 h, les gens vont passer, mets tes œuvres. Tu as un téléphone, filme, mets sur les réseaux après, mais mets tes œuvres au cœur de ta maison, de ton environnement. Ça commence là. Ne cherche pas, si tu veux une galerie, si les galeries les plus importantes regardent ça, ça peut les intéresser, si ton œuvre est pertinente. Voilà. Donc, c'est des territoires que j'incite beaucoup d'artistes à explorer, voilà, de manière naturelle et spontanée. Les rues, nos maisons, tout, on peut montrer de l'art partout. Bah, génial. Bah, justement, tu fais bien de parler de diffusion et démonstration parce que la prochaine question évoque cela. Tu finis aux Beaux-Arts, tu rentres et tu t'impliques dans cette guerre qui est la tienne et qui est une guerre noble et louable. Et tu produis en tant qu'artiste. Quelles sont les premières, mais déjà, à quoi tu t'attaques dans ton travail en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui t'intéresse en tant qu'artiste à cette période-là, Eric? Ce qui m'intéresse, c'est l'être africain. Sa place dans sa société, sa place dans le monde. Pour moi, c'est une question obsessionnelle que j'explore dans tous les sens, dans le sens intérieur des émotions et dans le sens extérieur des émotions, comment on les exprime. Ma dernière exposition ici, c'était solo. J'avais un titre, c'était La très longue marche du peuple noir. En anglais, j'avais traduit par A Long Way from Home, où il y avait des œuvres en noir et blanc, qu'en noir et blanc, où on voyait des formes humanoïdes sur du fond blanc. Humanoïdes, des formes noires, des ombres, voilà. J'avais tellement envie de traiter ce sujet que j'ai toujours envie de continuer à traiter. C'est au cœur de ce qui me hante. L'envie de voir enfin ce beau continent qui a tellement à donner à lui-même, qui a tellement à donner à ses filles et à ses fils, prendre sa place, la place qui lui revient au milieu des puissances d'aujourd'hui et de demain. Parce que nous avons tous les outils pour ça. C'est une obsession. Ça devrait être l'obsession de tous les Africains, quel que soit le métier que nous faisons et quel que soit le niveau où nous sommes, et quel que soit le pays où nous nous trouvons. C'est une obsession, c'est un héritage que nous avons l'obligation de porter et d'affermir pour le transmettre aux générations afin de leur donner les outils de sérénité pour qu'ils puissent creuser de manière plus saine une place appropriée à l'Afrique. Donc ça d'une manière des fois frontale ou détournée, c'est toujours dans mes œuvres. Et comment arrive donc au pays, au Togo, à Lomé, ta première exposition? Parce que tu rentres dans un pays, comme tu le dis si bien, il n'y a rien pour l'art, il n'y a pas de place vraiment dédiée à l'art. Mais comment toi tu arrives à montrer ce travail-là ici, à Lomé? La seule réponse que j'ai quand je suis rentré, le seul espace qui existait avec l'Institut Goethe et d'autres qui faisaient des expositions, c'était le Centre culturel français, donc qui m'avait invité à venir exposer. J'avais apprécié l'invitation et que j'ai honoré. Il y avait un directeur très intéressant, Philippe Desbrions à l'époque,
très ouverts d'esprit et très engagés à partager en toute diversité dans le respect mutuel. Je tenais toujours, surtout à ces paramètres de respect mutuel. Voilà. Et je tiens toujours absolument. Donc c'était là-bas, c'était les prophéties de Cham. J'apportais déjà le nom de Cham. Donc c'est pour les prophéties de Cham. C'était des œuvres numériques conçues sur ordinateur en 2007. L'un des très rares à l'époque africains à faire de l'art sur ordinateur. Voilà. Et ensuite de CCF, on oscille entre CCF, Goethe Institute, CCF, Goethe Institute, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, il s'agit aujourd'hui de reconnaître l'engagement de ces institutions. C'est de la diplomatie culturelle, c'est de la diplomatie étrangère, mais aussi qui donne une place à nos artistes, une tribune, une scène à nos artistes, pour que chez eux, déjà, ils puissent exister et qu'à l'extérieur, ils puissent exister. Il faut reconnaître cet engagement, ce mérite-là, et le saluer. Une fois que ceci est dit, il est important de poser l'autre versant de la question. Où sont nos institutions qui sont censées permettre aux artistes, à nos artistes, de se montrer? Où sont les galeries, où est la galerie nationale du Togo? Elle n'existe pas. Le Bénin a pris une galerie nationale, l'engagement d'une galerie nationale qui est en train de se faire. Où est un centre culturel, ici au Togo, démembré dans nos différentes régions, qui permet aux artistes d'aller connaître l'histoire de notre pays. L'histoire politique, l'histoire sociologique, nos langues, apprendre nos langues, regarder des documentaires. Où sont ces choses-là? Où sont ces contenus? Ces contenus même n'existent déjà pas. Il faut les créer et dédier des endroits pour aller les forger. Parce que l'Afrique dont nous rêvons a besoin de citoyens informés. Quand on n'est pas informé, on n'est pas un citoyen, on est un objet que tout le monde peut manipuler dans tous les sens. Quelqu'un qui est informé devient un citoyen, et un citoyen, c'est un être engagé dans le bien et dans l'intérêt absolu des siens. Et nous avons besoin de citoyens informés. Où sont ces endroits où nos citoyens peuvent aller s'informer? Ça n'existe pas, il faut les créer. Si nos États ne nous accompagnent pas là-dessus, il faut prendre des initiatives individuelles, à l'échelle de l'individu. Même les initiatives les plus bancales possibles, il faut les prendre. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Si ça dure 2 semaines, très bien, ce serait 2 semaines d'engagement. Si ça dure 1 mois, très bien. Si ça dure des années, tant mieux. Mais il faut poser des actes, il faut faire des choses et essayer de faire en sorte que ça puisse durer et les améliorer au fur et à mesure. Et tout en souhaitant. Et ça ne peut se faire que dans le dialogue, en souhaitant que les politiques viennent ensuite, comprennent ensuite. J'ai l'impression qu'ils comprennent qu'ils ont peut-être d'autres priorités, c'est-à-dire nourrir le ventre de nos concitoyens, de nos ventres, mais qui comprennent aussi que la tête est aussi importante que le ventre. Qu'un ventre bien rempli avec une tête vide ne sert à rien. Voilà, absolument à rien. Et qu'ils comprennent cela, c'est peut-être aussi à nous, dans nos œuvres, de les approcher pour leur expliquer cela. En tout cas, établir un langage, le leur rappeler, c'est ça le mot. Peut-être que dans le feu de leur engagement, ils oublient cela. Donc, le leur rappeler. Très bien. Et justement, il y a une autre question, toujours sur ton travail. Mais déjà, une remarque, parce que tu as parlé tout au début de tes référents. Il y avait ces souvenirs des masques qui étaient dans la maison familiale, dans ton enfance, qu'on a retrouvé un peu dans la dernière exposition que tu as faite ici. Et donc, c'est un peu ce fil-là, oui, ce truc-là qui te relie. Qui relie, voilà. Oui, qui relie ce fil très fragile, qui me relie comme un cordon ombilical à une connexion sur mon continent et son histoire. Parce qu'il y a tout un pan de l'histoire de notre continent qu'on ne connaît pas. On a l'impression que notre histoire commence avec la colonisation, parce que c'est à partir de cet instant qu'elle est racontée. Et même pas par nous. Voilà, qu'elle est racontée. Voilà. Et j'aimerais, Eric, si tu me le permets, te demander de nous raconter ton processus. C'est-à-dire quand l'artiste Eric Ronanou, c'est vrai qu'on ne décide pas toujours de créer quelque chose, mais quand ça arrive, quelles sont les étapes dans ton travail? Il y a une grosse période d'une activité physique, qui est une période d'activité intellectuelle, de réflexion. Il y a quelque chose qui tourne dans la tête. J'ai l'habitude de dire, c'est comme on tombe enceinte. Tu laisses la chose mûrir. Peut-être un thème, peut-être non, mais tu sens qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire.
Moi, pour me structurer, j'aime beaucoup fonctionner par thématique. Donc, une fois que je prends une thématique, j'ai des bribes d'informations. Après, je vais à la recherche de l'information. Je fouille, je lis beaucoup. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup depuis toujours. Donc, je lis énormément. Je fais des recherches, je les recoupe. Je prends des images, je les coupe, je les recoupe. Et après, c'est pour ça que j'avais besoin d'un espace à moi. Je suis un être très solitaire. Donc là, en période normale, vous entendez de la musique, des bouts un peu partout. Je crée, je vais d'une pièce à l'autre. Voilà. Des fois même, je suis en petite culotte. Mes voisins, je m'assure, voilà, des fois même pas du tout. Et voilà, je m'étale. Je m'étale. Et puis, après, il y a une période où on prend de la distance avec ce qu'on a créé. Donc, il y a des œuvres que je prends, je les tourne contre les murs pour ne pas les voir. Ça veut dire que plus tard, je vais les retourner pour me confronter à elles. Et là, il y a l'acte décisif qui va venir, qui va permettre d'achever l'œuvre ou pas. Voilà. C'est un des schémas possibles. D'accord, donc c'est vraiment comme un travail d'investigation, hein, redécouper l'information. Voilà, d'accord. Mais j'aimerais dès à présent qu'on aborde peut-être les différentes thématiques dont tu as parlé, parce que tu as aujourd'hui quand même une carrière qui s'étend dans le temps. Quels ont été, selon toi, les différents grands moments de cette carrière? Alors déjà, cette exposition au retour a été une exposition qui m'a annoncé ici comme étant un artiste togolais. Donc c'est une grande période. Ensuite, j'ai fait une autre exposition au Goethe Institute que j'ai appelée Transition. Et c'est à cette occasion que j'ai laissé le Nocham pour reprendre mon nom, Eric Onanou. C'était une période sensible parce que c'était une vraie transition dans tous les sens. Où j'avais estimé que la période de l'engagement que devait porter Cham, dans la vocation que je mettais dedans, avait pris fin et qu'il fallait que je mette mon nom. Voilà. Et puis la carrière qui doit l'accompagner. L'autre période intéressante, c'est la découverte de nos voisins. À Dakar, je suis allé au Festival mondial des arts nègres. Plusieurs fois à Ouaga, à Abidjan pour visiter des expositions, à Cotonou pour visiter des expositions, à Accra pour visiter des expositions et des artistes. Tout cela, ce sont des périodes clés. On se rend compte que nous avons les mêmes préoccupations d'un pays à l'autre, exactement dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions. C'est très curieux. Nous avons les mêmes préoccupations sur le financement, sur l'envie d'un engagement plus fort des politiques et du milieu des affaires et de nos universités, l'envie d'un marché qui permette de nous autonomiser financièrement pour pouvoir aller plus loin dans ce que nous pouvons créer, et aussi l'envie des interconnexions entre nous. Exposition Togo-Bénin, exposition Afrique de l'Ouest, exposition Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, exposition continentale, des choses, mais avec des financements propres à nous. C'est extrêmement important. Si on a des partenariats avec l'extérieur, c'est une bonne chose. Mais d'abord, nos propres financements. Au moins à 90%. Que l'investissement sur une grosse exposition. Là, on parle par exemple de Paul Haï. On a parlé de Paul Haï tout à l'heure. Je rêve, il est mort depuis 12 ans. Je rêve d'une énorme rétrospective consacrée à ce personnage. Une rétrospective décidée avec le concours du pouvoir politique, un financement qui vient de là, que même le budget annoncé puisse interpeller la société, qu'elle puisse se demander pourquoi on peut mettre autant d'argent sur ce projet. Parce que ce n'est pas évident de dire on a mis 1-2 milliards sur une exposition, que les gens se demandent pourquoi, et qu'on vienne expliquer pourquoi c'est possible, pourquoi on devait faire ça. Ça aussi, c'est une éducation. Le budget seul. Un budget, c'est un outil. C'est une information. C'est une information. Ouais. Le budget seul peut dire ça. Et puis l'ampleur des intervenants qui doivent venir du Togo, la qualité des intervenants, de l'Afrique, du monde, des œuvres qui sont chez des gens qu'on doit ramener. Et la qualité même de l'exposition, la qualité physique de l'exposition. Voilà. Je rêve de cela. Je rêve de cela, que ça soit un événement qui mobilise toute la nation togolaise.
dis-moi, Eric, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des, comment je vais dire, des stratégies justement pour intéresser, que ce soit les politiques ou le secteur privé au financement de l'art? Dialoguer, continuer de dialoguer, continuer d'expliquer. Tu l'as dit tout à l'heure, continuer de rappeler qu'ils ont oublié ceci, ils ont oublié cela. On n'a aucun autre moyen que celui-là. Continuer de faire cela. Et aussi, une des stratégies aussi, c'est de nous-mêmes apprendre comment on monte un dossier. Le dossier d'une exposition. Comment on défend, on argumente un dossier. La formation, l'auto-formation, le renforcement des capacités. Voilà. Et tout cela, ça a besoin d'humilité. De dire que je ne sais pas le faire, j'ai besoin d'être formé. Et ça, c'est l'un des défauts de notre milieu, c'est le défaut d'humilité. On a l'impression qu'on sait tout, on a l'impression qu'on nous doit tout. En réalité, que les gens ne nous prennent pas au sérieux, en réalité. Parce que quand nous nous présentons, nous n'avons pas les bons arguments. Du début à la fin, la manière dont nous nous présentons. Un artiste, je me suis souvent surpris de voir un artiste aborder un directeur et de dire « tu ». C'est pas ton voisin, c'est pas ton collègue, c'est pas ton ami. On dit « vous ». Voilà, on dit « salut ». Salut à qui? On n'a pas regardé les vaches ensemble. Salut, pourquoi salut? C'est bonjour monsieur, bonjour madame. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ce soit une personne importante ou pas, on dit bonjour monsieur, bonjour madame. Ça commence là, c'est la manière de se présenter. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on s'est présenté, être absorbé de son sujet, d'un dossier qui est imprimé, correctement imprimé, avec une budgétisation honnête. Voilà. Et qu'on peut défendre. Des lignes de synthèse qu'on peut porter et défendre. Tout cela doit s'apprendre en toute humilité. Et c'est de cette manière-là qu'en approchant ceux qui prennent les décisions, mettons-nous à leur place. Par jour, le nombre de dossiers qui viennent sur leur table. Mettons-nous à la place d'un président quelconque qui est sollicité de partout, sur tous les dossiers, depuis les dossiers de sécurité d'État, de défense nationale, jusqu'aux agriculteurs, tout cela. Jusqu'à quel moment il se dit je vais penser aux artistes? À quel moment? Un Premier ministre, à quel moment il se dit je vais penser aux artistes? C'est pour ça qu'il y a un ministre de la Culture. C'est son job de rappeler qu'il y a les artistes. Et c'est à nous de ne pas le laisser dormir pour lui dire, rappelle qu'on existe, parce qu'on te rappelle à toi qu'on existe. Voilà, donc c'est tout un mécanisme. Et il faut qu'on puisse aussi, non pas de s'unir, parce que demander à des gens qui ont des intérêts divergents de s'unir, c'est un leurre. Non pas de s'unir, mais de s'entendre sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une parole qui correspond à l'intérêt commun, qu'on puisse tous porter cette parole-là et dire « voilà ce que nous voulons ». Et même ça, on n'arrive pas à le faire parce qu'il y a des petits intérêts en dessous qui fait que les gens ne sont pas forcément honnêtes. Et cela aussi, c'est aussi notre faute si les choses ne changent pas dans le milieu des artistes. Mais aujourd'hui, il y a cet espace qui existe, dont tu as parlé plus haut, c'est les ateliers Ronanou. Est-ce que cet atelier a aussi pour vocation justement d'accueillir ce genre de formation, d'accompagner voilà, des artistes dans ce chemin-là? Oui, complètement. Ici, j'ai commencé à ouvrir un peu l'espace à des expositions de mes collègues. Il s'agit de continuer dans ce sens, continuer à monter des expositions. On fait aussi une fois par mois des rencontres pour débattre, pour discuter et débattre des questions liées à l'art, dans toutes les portées possibles de la question. Financement, exposition, montage d'exposition, les artistes de référence, le marché de l'art, tout ça. C'est des questions qui sont débattues. La vraie condition que je pose à tout cela, c'est que j'ai les moyens ou pas de les financer. Parce que je ne veux pas aller demander financement ailleurs, pour l'instant. Si j'ai les moyens, je fais. Si je n'ai pas les moyens, je ne fais pas. Parce que je ne peux pas aller encore demander 500 000 pour monter une exposition. À mon âge, si je ne peux pas trouver 500 000, je ne fais pas l'exposition. Si je peux trouver, je monte moi-même. Si je ne peux pas trouver 500 000, je trouve 200, je monte l'exposition à l'échelle de 200 000. Voilà. Ce qui fait que demain, il y a des projets pour lesquels on demande des financements. Des projets qui ne sont pas à la portée même des gens les plus riches. C'est-à-dire que quand tu veux monter une rétrospective comme celle dont je parlais, à Paul-Aï, on ne met pas la main à la poche un individu, sauf un vrai mécène. On va chercher un financement. Et il y a plusieurs partenaires, à commencer par l'État. Donc quand le financement dépasse la portée d'un individu, là on monte un vrai dossier.
Mais une exposition solo, collective, ça c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle ici. Et je voudrais savoir, aujourd'hui sur le continent, les espaces de monstration ou de diffusion sont de plus en plus nombreux. Mais qu'en est-il déjà au niveau du Togo des espaces dédiés à la pensée? C'est pareil, c'est extrêmement étroit. C'est tellement étroit. L'espace indiqué est l'université. Et j'ai cette petite satisfaction de voir que l'université bouge depuis quelques années. Déjà physiquement, c'est les plus agréables à regarder. Ensuite, dans le fond, il y a maintenant une ouverture au débat pluriel sur la culture et d'autres questions. Maintenant, il faut que ça aille plus loin. On n'a pas une école, même à l'université, on n'a pas un département consacré à l'art en tant que tel. Il faut le faire, il faut aller plus loin, porter le projet artistique, l'enseignement de l'art, depuis la maternelle jusqu'à l'université. C'est vraiment important. Ça permet aussi de montrer aux enfants, d'apprendre à s'apprécier et à se connaître. Et l'art est un outil pour cela. On avait, quand nous on était jeunes, des semaines culturelles qui nous permettaient d'aller faire des concours de dessin, voilà, des expositions. Montrer notre inventivité. Tout ça a changé. Les semaines culturelles, ça existe encore, mais quand on fait un tour, c'est plus la même chose. Il ne faut peut-être pas condamner tout de suite, il faut peut-être comprendre les générations ont changé, les intérêts aussi, ou même les manières de faire ont changé. Mais donc essayer de s'intéresser, de regarder, tout en insistant sur le fait qu'il faut continuer l'enseignement de l'art depuis la maternelle jusqu'à l'université. C'est ce qui va nous outiller à la pensée, comme tu dis. Pour l'instant, c'est très, très, très embryonnaire et ce n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je parle vraiment, là j'interroge. Dans le sens large. Oui, c'est-à-dire sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pensée qui manque n'impacterait pas aussi la qualité du travail des artistes? Oui, nécessairement. Quand tu dis penser, je pense à des bibliothèques aussi. On n'en a pas spécialement des bibliothèques, de vraies bibliothèques ou des médiathèques, en tout cas des bibliothèques qui puissent donner envie aux gens d'aller s'informer. On n'en a pas. Quand tu rentres dans une ville comme Paris et tu tombes sur la Bibliothèque nationale, c'est déjà le bâtiment. Ça te dit ce qu'on a mis là-bas. Et quand tu vas au centre Pompidou, c'est aussi une bibliothèque qui a des musées aussi, voilà, ça te dit l'importance qu'on donne aux choses là-bas. Mais nous oublions aussi que sur ce même continent, à Tombouctou et ailleurs, nous avions cette culture. Pourquoi avons-nous oublié tout cela? Nous oublions que sur ce même continent, en Égypte, nous avions cette culture. Il suffit de voir les villes de l'Égypte antique. L'art est partout, extérieur, intérieur, partout. Comment avons-nous fait pour oublier tout ça? Tout en continuant par nous dire, dans des discussions anodines, nous étions noirs en Égypte. Mais si tu étais en Égypte à ce stade, il y a 3000 ans, 4000 ans, comment as-tu pu t'oublier à ce point? Juste revendiquer quelque chose parce que ça te donne des auréoles pour trouver une place dans le monde. Mais et toi, et l'éducation que tu donnes à tes enfants à la maison, à travers ce qu'ils mangent, à travers ce qu'ils portent, à travers ce que tu leur donnes à penser. Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Il n'y a pas une seule œuvre d'art dans ta maison. Et si tu vas chez tes collègues, que c'est là qu'on te dit, ah tu vois ça, c'est un artiste togolais. Et toi, tu ne le connaissais pas, tu es togolais. Et c'est toi qui dis tu as l'argent. Voilà tes collègues qui, eux, ont des artistes chez eux, de ton pays. Tu es perdu quelque part. Oui, tu es perdu quelque part. Donner des moyens à l'art, ce n'est pas faire une faveur à des artistes, c'est se construire soi-même. On a souvent de ces clients qui viennent et qui donnent le sentiment qu'ils veulent te faire une faveur en t'achetant une œuvre. Non, merci, garde ton argent. Je ne suis pas un mendiant, garde ton argent. Ici, ce que je fais est sérieux et c'est pour ça que j'ai mis les moyens pour que quand tu franchis les portes de mon atelier, tu sais que ce qui se passe ici est sérieux. Donc là, à partir de cet instant, ce n'est pas de la mendicité, on travaille. Donc, si tu veux mettre les moyens, tu mets les moyens, on discute.
Et ça aussi, c'est une éducation que nos collègues, nos compatriotes anglophones ont, que nous n'avons pas dans l'espace francophone nécessairement, qu'il faut obtenir. Mais nous avons oublié d'où nous venons. Tout à fait. Nous avons un vague souvenir de quelque chose qui nous a rendus fiers et qui est en train de dépérir dans l'océan du temps, en fait. Absolument. Et c'est dommage. Là, on tire vers la fin, Eric, et le mot de la fin te revient, bien entendu. Oh, que je suis tellement content de te connaître enfin. On se suit mutuellement de près depuis sur les réseaux sociaux. De mon petit Togo, j'observe avec tellement d'intérêt tout ce qui se passe sur le continent et dans nos diasporas. Toi, Barthélemy, Hervé, pour ce qui concerne le Cameroun et bien d'autres que j'oublie. Et puis tous nos artistes qui portent dans leur individualité, leur singularité, le flambeau de quelque chose qui est tellement lourd à porter. Un héritage difficile dont nous cherchons tous à nous débarrasser pour vivre comme des êtres humains normaux avec des individualités qui sont engagées dans des collectivités. Donc le mot que j'ai envie de dire, c'est surtout vers les jeunes artistes, que d'abord de l'humilité. L'humilité, c'est le respect de ceux qui ont commencé, ceux qui ont fait quelque chose, qui sont les aînés. Ce qu'ils ont fait, satisfaisant ou pas, justifie pourquoi nous sommes là, nous. S'ils n'avaient rien fait, on ne serait pas là. Parce qu'on aurait à tout commencer à zéro. Ils ont amené les choses quelque part. Et nous-mêmes, une fois que nous sommes là, n'oublions pas que nous serons demain à leur place. Il y a des jeunes qui vont venir nous demander qu'est-ce que tu as fait. Donc, beaucoup d'humilité et beaucoup d'ouverture à apprendre. Il faut apprendre. Un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis on dit il n'est pas cultivé. Un artiste, c'est quelqu'un qui est cultivé. Un artiste, c'est quelqu'un qui est curieux de tout. Un artiste, c'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui outille sa capacité de réflexion. Parce que là, c'est réfléchir avant tout. Et ce n'est pas de poser des réponses, c'est poser des questions. Voilà. Merci, cher Eric. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Un plaisir. De nous recevoir ici dans cet endroit très apaisant. Il y a de la verdure, c'est magnifique. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle histoire intimement liée à l'art. Merci. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.